Et on reste en montagne, on va parler maintenant textile technique. Quel avenir pour le textile technique pour la montagne et l'outdoor? Quels sont les nouveaux modèles d'affaires climatiques du secteur? On en parle avec deux dirigeants qui font bouger leur entreprise et leur filière. Bonjour Romain Millet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le PDG de la marque éponyme Millet et votre entreprise familiale par ailleurs, donc le Millet Mountain Group. Et avec vous, Julien Doran, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de la marque Picture, tous les deux donc des marques de montagne et d'outdoor. Romain Millet, je vais commencer avec vous. La question que je pose toujours pour planter un petit peu le décor dans cette séquence en équipe. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre modèle d'affaires pour l'adapter aux limites planétaires? C'est quoi la bascule climatique de votre marque? Nous, l'élément fondamental, c'est 2022 quand on a racheté l'entreprise avec mon oncle. Parce que du coup, ce qui nous obsède, c'est la pérennité de l'entreprise et donc de facto sa robustesse. Et donc dès le départ, depuis 3 ans, on s'attelle à travailler sur plein de sujets. Il y a des notions de carbone qui sont assez évidentes, j'imagine, on en parlera tout à l'heure, Julien. Mais parallèlement à ça, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Il y a aussi d'autres limites planétaires sur lesquelles on travaille. Je pense notamment à la biodiversité et puis je pense, et on en parlera aussi tout à l'heure, aux nouveaux modèles d'affaires pour pouvoir attirer des nouveaux consommateurs et leur proposer pas uniquement de la possession, mais souvent du service. Intéressant. Alors ça, évidemment, on va développer ces points-là. Même question pour vous, Julien Doran, chez Picture. Alors vous, pardon, je précise, vous êtes une marque, vous avez quoi, une petite vingtaine d'années? Alors nous, on a 17 ans. Ouais, voilà, 17 ans. On a été créé en 2008 et nativement, le modèle d'affaires s'est construit autour de l'éco-responsabilité et de l'environnement. Donc tout ce qu'on fait, on appelle ça organic or nothing. Donc tout ce qu'on fait, c'est fait en matériaux biologiques, recyclés. Et si c'est pas possible de le faire dans ce sens-là, on le fait pas. D'accord. Par exemple, qu'est-ce que vous avez voulu faire que vous n'avez pas pu faire? Par exemple, on veut faire aujourd'hui des nylons 66 non recyclés qui sont des fois un peu plus robustes. On fait le choix de ne pas développer ces produits, de partir sur d'autres choix, typiquement... Qu'est-ce que je vais vous trouver? Non, mais il y a des... Voilà, donc en fait, il y a vraiment eu des renoncements chez vous. Des produits que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas fait. Oui, il y a clairement eu des renoncements. Je vais prendre l'exemple de 2008. On crée une veste de ski et on voulait avoir des effets mat au niveau du stylisme, puisque Jérémy, mon associé designer, lui, avait une vision style. Les effets mat ne se faisaient qu'avec du nylon qui n'existait pas en recyclé. Et on a dû travailler le polyester, donc il a dû repenser ses designs, repenser la manière dont il faisait les produits pour s'adapter à des matériaux polyester et pour pouvoir construire le produit. Et objectif numéro 1, c'était de maintenir le même niveau de durabilité du produit. Et donc là-dessus, pareil, beaucoup de R&D en interne pour développer des nouvelles fibres à partir de matériaux recyclés, pour qu'elles aient des résistances d'abrasion notamment plus durables. Alors, Romain Millet, vous avez abordé 2 points importants. On va les développer, biodiversité, nouveaux modèles d'affaires. Mais avant ça, évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce, quand on est avec vous, c'est la montagne. Le changement climatique à la montagne, la raréfaction de la neige, vous venez quand même de là. Comment vous vous adaptez à ça? Alors déjà, c'est pas nous, marques, qui nous adaptons, c'est les pratiques qui s'adaptent. Donc ce sont concrètement les gens qui vont en montagne qui s'adaptent. Nous, on accompagne nos consommateurs à vivre des rêves en montagne. C'est ça notre mission chez Millet. Vivre des rêves en montagne. Ouais, c'est de vous faire vivre à chacune et à chacun. Et les termes sont importants parce qu'on n'a pas tous les mêmes rêves. Je pense nous 3 autour de la table, et c'est encore plus vrai dans le monde entier, de leur faire vivre à chacune et à chacun un rêve en montagne. Donc on s'adapte à ces gens-là. Ce qu'on constate, c'est que les pratiques sont en effet plus les mêmes. Je prends l'exemple, on est donc une marque d'alpinistes qui avait été créée il y a 100 ans par mon grand-père. Un des conseillers techniques qu'on accompagnait, c'est Gaston Rebuffa. Gaston Rebuffa, donc il a écrit un bouquin génial, Sans topo à Chamonix. Et donc, ce sont des voies que vous pouvez faire à Chamonix. Et bien aujourd'hui, il y en a moins de 30, plus de 70% qui ont disparu. Donc il faut s'adapter à ça. Donc de facto, on s'adapte aux différents sports. Mais ça ne veut pas dire que la montagne est moins belle, ça ne veut pas dire que la montagne ne nous élève pas. La montagne n'est plus la même. Exactement. Et donc on adapte nos pratiques à cela en regardant ce que les guides font. Nous, on a la chance de pouvoir sponsoriser un certain nombre de guides, dont les guides de Chamonix, un certain nombre de sponsors. Donc on regarde ce que les consommateurs font et ensuite on adapte nos produits à cela. Et je voulais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure. Je pense que c'est important aussi pour les marques, on l'a fait tous. Nous, on prend nos best-sellers. On en a un, par exemple, c'est un sac à dos qui s'appelle Ubik. C'est notre sac à dos de randonnée. C'est 50% de nos volumes en France, donc c'est pas rien. Et au lieu de se dire, on va faire un produit un peu niche, tiens, celui-là, il est 100% recyclé, ça va faire bien. Je vais pouvoir en parler à Thomas chez BFM. Non, pas du tout. On a pris nos best-sellers et on regarde nos best-sellers et c'est ceux-là dont on essaye de réduire l'impact carbone. Concrètement, il y a 260 parts sur un sac à dos. 260 petits morceaux sur un sac à dos. On a réduit à 100, c'est exactement ce qu'évoquait Julien tout à l'heure. On a changé les matières en faisant des choix qui n'étaient pas simples. Par exemple, on a une matière qui est sans teinture, ce qui réduit fortement le typologie de couleur. On n'a pas tout un pantone de couleurs, mais on a peut-être un petit peu moins de couleurs. En revanche, il y a 0 teinture et on a moins de composants. Résultat, l'impact sur le produit, c'est 30% de carbone en moins. Et bien meilleur. Et donc, bien sûr, c'est en pensant à nos best-sellers qu'on arrivera
à solutionner ce problème. Juste, ça fait le lien avec Julien, parce que donc vous adaptez évidemment, vous adaptez à une montagne qui change, mais c'est peut-être aussi sortir de la montagne. Vous, typiquement, vous êtes de l'outdoor, il y a la montagne bien sûr, mais pas que. Est-ce que vous, pareil, vous allez sortir de la montagne? Alors nous, on n'est absolument pas une marque de mode. On ne le saura jamais. Donc si c'est ce que ça non, mais l'outdoor, pas du tout. L'outdoor. Non, nous, ce qui nous importe, c'est de continuer. On s'est posé la question. À un moment, on s'est dit, tiens, on va aller voir des sports d'eau. L'outdoor, on peut aussi faire du surf. Voilà. Nous, on pense que depuis 100 ans, on a créé un savoir-faire dans la montagne et que ces montagnes, il y en a encore beaucoup que l'on peut explorer. Et celles-ci changent, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont inaccessibles. Je prends un exemple. J'ai vécu en Chine longtemps. En Chine, vous avez des montagnes extraordinaires dont beaucoup sont encore vierges. Donc, elle existe toujours, la montagne. Il faut en revanche que l'on adapte nos produits à cette pratique et puis surtout qu'on essaye d'aider les consommateurs, les pratiquants, à bien évoluer dans ces montagnes. Ouais, alors vous, donc effectivement, vous êtes né par contre, entre guillemets, tout terrain. Exactement, puisque nous, on est issus de la culture de la glisse. Ouais, voilà. Finalement, on a amené la culture de la glisse dans l'outdoor, qui était un environnement plutôt conservateur et traditionnel. Et cette culture de la glisse, c'est une culture autour des communautés, autour de l'imagerie, autour de la vidéo. Ouais, beaucoup, et donc, on a finalement amené une nouvelle dynamique dans la montagne. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive à se démarquer de géants comme des The North Face, Patagonia, même Millet, qui étaient déjà beaucoup plus gros que nous quand on a commencé. Et on a eu cette approche finalement de la montagne ludique, la montagne amusement. Et dans cette montagne ludique, le côté sérieux qu'on a voulu amener, c'est un sérieux dans l'approche de la construction de nos produits. Donc on a tout de suite, quand on parlait d'impact et d'environnement, finalement, la préservation, c'est comment on impacte le moins possible. Et comment potentiellement on passe d'un modèle business as usual vers un modèle presque régénératif. Et là-dessus, on a travaillé en profondeur avec nos fournisseurs et avec la lecture de nos ACV pour se dire, premièrement, le facteur le plus impactant, c'est l'énergie qu'on utilise pour transformer nos produits. Donc il faut qu'on arrive à mener une transition énergétique au sein même de nos usines, qu'on choisisse les pays de fabrication là où les mix énergétiques sont les plus faibles, et également qu'on aille chercher des produits dont les gisements sont presque infinis. Et aujourd'hui, le gisement infini, c'est pas aller faire de l'extraction de pétrole pour aller faire des fibres synthétiques, c'est finalement utiliser tous les déchets qu'on a déjà produits ces 100 dernières années pour les recycler et arriver à reconstruire de nouveaux produits. Et on a suffisamment de gisements pour les 30 prochaines années pour éviter d'extraire et rentrer dans des modèles économiques qui sont nouveaux en termes de fabrication et de conception. Et alors, justement, nouveau modèle économique, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous dites maintenant on veut faire de la location de la réparation. C'est vrai? Vous vous lancez là-dedans? Alors, on s'est lancé là-dedans. Et vos clients suivent? Alors, nos clients suivent encore de manière infime. Marginale, ok. Marginale. Parce qu'on a voulu créer une nouvelle demande. On s'est dit, les nouveaux modèles d'affaires, c'est quoi? C'est réfléchir à une industrie qui est moins volumique, mais par contre, on doit maintenir des niveaux de rentabilité et de profitabilité pour payer tout ce qu'on a à payer, nos charges, nos salariés, nos employés. Donc, comment on construit un business sain et durable et avec des modèles non volumiques. Et les modèles non volumiques, c'est potentiellement louer du service et louer des usages. Et donc, on a travaillé dans cette démarche. Donc, quand on a lancé le programme il y a 3 ans maintenant, on était à 100 personnes qui louaient sur la plateforme. On est à 1500 aujourd'hui. Donc, c'est minime par rapport aux 1 million de produits qu'on vend par an. Mais en tout cas, on est dans une démarche où aujourd'hui, on fait connaître. Et je pense qu'il y a un détonateur clé. Ça va être ce que Vinted a fait dans la seconde main. C'est un très gros acteur qui va être capable de démocratiser et que ce ne soit pas des initiatives isolées de marques. Et pareil, alors chez vous, Romain Millet, vous mettez ça en place aussi? Alors, 2 points. Sur la réparation, dans votre première question, on a toujours fait ça. Ça fait 100 ans qu'on répare. C'est pas nouveau le modèle de la réparation. Je pense qu'on s'est habitué à surconsommer à un moment. Mais aujourd'hui, réparer, nous, on répare plus de 3000 pièces par an et ça continue. Ce qu'il faut, c'est en revanche qu'on arrive à fournir la capacité aux gens de réparer eux-mêmes. Et non pas de toujours nous demander de réparer pour eux. Sur la location, comme Julien et Picture, on a aussi développé ce service. On l'adapte à des pratiques pour le moment. Par exemple, si vous êtes alpiniste et vous rêvez de faire le Mont Blanc, d'ailleurs c'est maintenant qu'il faut y aller, si vous y allez, alors vous pouvez louer dans notre magasin de Chamonix. Et donc ça vous évite de prendre le train avec tout le matériel associé. Évidemment, d'avoir le coût qui coûte cher d'aller faire un Mont Blanc. Et du coup, nous, on pense qu'on peut démocratiser l'accès à la montagne. Tout à l'heure, on parlait de comment on peut amener les gens vers la montagne. On pense que la location peut servir. Ça, c'est sur la France. Mais je finis là-dessus. En Asie, vous avez beaucoup. Nous, notre deuxième pays, c'est le Japon. Au Japon, vous avez des habitats qui sont beaucoup plus exigus que ceux auxquels on est habitué ici. Les gens ont l'habitude de faire de la seconde main, ont l'habitude de louer. Donc en fait, il y a des modèles de ce type-là qui existent. Les Chinois, si vous allez à Verbier, louent des produits pour ensuite aller sur des glaciers. Bon, ce sera le mot de la fin, effectivement, et s'inspirer des bonnes pratiques qui se trouvent à l'étranger. Merci infiniment à tous les deux. C'était passionnant pour vos conseils, vos partages d'expérience. Romain Millet, donc chez Millet, et Julien Doran chez Picture. Longue vie à vos belles marques. Merci. Allez, on marque une pause. Non, pas du tout. On enchaîne. Et pour finir cette émission, on va se pencher sur une étude qui a été menée par l'un de nos plus grands assureurs.
Les Français sont-ils prêts à bouger pour le climat? Quels efforts peut-on demander aux citoyens, aux entreprises et aux élus? La Matmut vient de réaliser avec Opinionway le premier observatoire de la durabilité pour répondre à ces questions. Bonjour Stéphanie Boutin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes membre du COMEX de la Matmut, en charge de la RSE et de la communication. Première question simple, vous avez sondé donc un petit peu tout le monde, 1 millier de personnes, donc élus, citoyens, chefs d'entreprise. Question toute simple pour commencer, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à bouger? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'agir en faveur de la durabilité ou pas? Alors justement, le principe même de cet observatoire, c'est de faire une photo et de répondre à cette question pour savoir d'où on part, quelles sont les trajectoires qu'on peut mettre en place pour aller vers plus de durabilité. On peut dire en gros que 96% des Français sont concernés par la notion de durabilité. Après, se mettre en mouvement, c'est un autre sujet, et surtout comprendre ce que veut dire la durabilité. On voit que 16% d'entre eux ont du mal à associer environnement, écologie, durabilité. C'est un concept qui reste un peu flou, donc à vous, à nous, finalement, de leur donner un peu les points d'ancrage. Oui, précis. Comprendre en fait ce qu'on entend par durabilité. Alors sur ces 96%, ce qu'on constate, c'est en gros, on a un gros tiers qui agit, mais qui est un peu résigné, qui ont l'impression que leur action ne sert pas à grand-chose. Et l'écart est encore plus flagrant chez les 18-24, qui eux se sentent totalement concernés, ont très bien compris les enjeux, mais sont totalement dans une phase de résignation. Et puis on peut même dire, et ça, bon, on s'y attendait, ça ne va pas être une grosse surprise, il y a 8% qui concrètement disent qu'ils ne sont pas tellement prêts à changer, et encore moins si ça doit leur coûter des efforts ou du prix. Et alors, voilà, donc là vous me tordez une perche, évidemment. Le premier frein qui revient systématiquement quand on parle de transition, c'est l'aspect financier. Ça vaut pour les ménages, mais aussi pour les entreprises et les élus. Là aussi, quel rôle vous pouvez jouer par rapport à ça, vous, en tant qu'assureur? Comment est-ce que vous pouvez aider les gens à avancer? Alors je pense que déjà, il faut lever cette idée reçue. Évidemment, pour les collectivités, changer des modes énergétiques d'une ville, de transport, etc., ça a un coût immédiatement qui est extrêmement lourd. Les entreprises, on peut aussi proposer des produits et aussi de l'influence sur les modes de consommation. Je vais vous donner des exemples. 3 exemples assez simples. Le premier, l'économie circulaire. Ce n'est pas que de la seconde main quand on achète des fringues. Ça peut être aussi de la seconde main quand on fait réparer sa voiture, quand on fait réparer son habitation. Si c'est garanti, voire même c'est parfois moins cher et souvent chez les assureurs moins cher que de se rééquiper à neuf. Donc c'est aussi un changement de mentalité. Après, vous avez qu'est-ce que je fais de mon épargne? Donc l'épargne agissante, comment finalement je place mon argent pour qu'il soutienne des projets de durabilité. C'est aussi une manière de se mettre en mouvement. Puis le troisième, c'est partager des moments qui sont un peu plus des moments d'influence, de communication, même s'ils font leur part. C'est les marches collectives, Clean Walk, où on ramasse ensemble des déchets et on acculture en fait les gens à faire des étapes et en tout cas à prendre conscience d'eux. Donc voilà, j'essaie d'être hyper rapide. Hyper rapide, non, mais c'est un peu plus clair et précis. La dernière question que je voulais vous poser, ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est que là aussi ressort quelque chose qui revient très souvent, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. C'est-à-dire que chacun se renvoie la responsabilité de l'effort. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à casser un petit peu ce triangle? Alors, c'est un peu dans ce dont on parlait aussi précédemment, c'est-à-dire les triangles de l'inaction, chacun attend. Voilà. Tout le monde sait qu'il faut... qu'il faut bouger, mais c'est aux autres de bouger. Et voilà, et c'est plutôt à l'autre d'enclencher. On sait qu'aujourd'hui, les moyens sont souvent dans les entreprises qui ont une plus grande liberté, même s'il y a une réglementation très forte, mais qui ont la liberté et peut-être aussi un potentiel financier pour agir. Donc c'est toute cette incitation qui commence déjà, par s'occuper d'elles-mêmes, c'est-à-dire décarboner leur propre existence, proposer des produits, donc créer des produits qui sont à la fois attractifs, désirables, et puis toute cette stratégie des marques. Alors cette fois-ci, je mets la casquette directrice de la communication versus directrice de la RSE, mais les marques aussi ont un pouvoir d'influence, on le sait depuis toujours, elles ont fait changer la société, et donc ça dépend aussi de ce discours-là, il faut porter ce discours avec enthousiasme, et non, c'est pas forcément de l'ultra-sobriété, c'est pas forcément punitif, au contraire, on peut faire de la durabilité joyeuse. Des nouveaux imaginaires. C'est hyper important. C'est un point très important pour embarquer les gens. Merci beaucoup, Stéphanie Boutin, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Je rappelle que vous êtes membre du COMEX de la Matmut, en charge donc de ces questions, notamment de RSE. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de BFM Climat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, on garde contact sur notre appli BFM Business en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.